Bonjour et rebonjour à tous. À l'issue de cette pause déjeuner où tout le monde a fait un bon petit break, il y avait spaghetti bolognaise au menu pour les participants. C'est toujours un plat qui fait l'unanimité. On va reprendre cet après-midi. Donc les participants ont regagné leur salle aussi. Ils continuent à bidouiller, développer, explorer avec les coachs. Je me suis même fait attraper dans un couloir par un participant qui était en train de faire ses questionnaires pour les futurs utilisateurs. Donc on voit que les projets avancent, l'approche du marché également. De notre côté, on a prévu avec Pasquine cette fois qui remplace Catherine. Bonjour Pasquine. Bonjour Virginie. On a prévu de finir notre série d'interviews. Donc on aura dans quelques instants Christophe Collet, le directeur de TPS, avec nous. Ensuite, on enchaînera avec une vidéo d'Alexandre Fourtois, le fondateur d'Incubator. Puis une interview de Frédéric Soulier, puis de Bernard Bloch de l'ES. Et ça clôturera la partie, on va dire, professionnelle de ces interviews avec celle d'Alexandre Desbiens pour Pépite et Téna. Et ensuite, on enchaînera sur une partie plus festive à partir de 18h, puisqu'il y aura beaucoup d'animations ce soir, diverses et variées. Et puis, on en profitera pour interviewer justement tous ceux qui vont faire ces animations ce soir pour que vous qui êtes à l'extérieur ayez une petite vision des festivités qui se passent à l'intérieur pour que l'année prochaine, vous ayez envie de nous rejoindre ici. Ça va, Pasquine, en forme ? Très en forme. Ok, on va démarrer. Donc, on accueille celui qui nous accueille. Christophe Collet, directeur de TPS. Donc, vous l'avez sans doute vu depuis hier soir. On est logistiquement et amicalement très bien accueillis ici depuis hier. Il y a un grand enthousiasme à la fois des étudiants de TPS et puis des équipes organisatrices. Ça fait vraiment plaisir. L'enthousiasme est à la fois dans l'organisation de l'événement et puis dans les salles où les équipes travaillent avec une grande implication de tout le monde. C'est un vrai bonheur. Est-ce que Christophe Collet, vous pourriez en quelques minutes vous présenter, nous dire qui vous êtes et nous parler de votre école ? Oui, merci. Donc tout d'abord, on est ravis d'accueillir l'hackathon, qui est une première pour l'école. Donc moi, je suis Christophe Collet, je suis professeur des universités et je suis directeur de cette école Télécom Physique Strasbourg depuis 2015, donc c'est la 6e année. Et effectivement, alors j'ai une activité d'enseignement dans le domaine du traitement de signal, donc qui n'est pas si éloigné que ça que tout ce qui est sciences des données, intelligence artificielle, et une activité de recherche dans le domaine du traitement d'images avec des applications en biomédical, en médical et en astrophysique. Voilà, donc en quelques mots, voilà. Moi, je suis à Strasbourg depuis 20 ans. J'apprécie la ville, j'apprécie effectivement le contexte universitaire aussi qui est remarquable. On est une école qui est interne de l'université de Strasbourg, ce qui nous donne un impact en termes d'adossement recherche en particulier. Et depuis 6 ans, j'ai effectivement souhaité développer l'interaction avec le monde des entreprises de manière. Alors c'est dans les gènes des écoles d'ingénieurs. Les entreprises participent au conseil, participent à la formation qu'on donne. Nos élèves ont vocation à aller dans ces entreprises pour y travailler ensuite. Un certain nombre, et ça c'est une particularité de l'école, poursuit en thèse. On est à peu près à 20% de poursuite en thèse, qui est plus que les écoles d'ingénieurs où la moyenne est à 5-6%. Donc c'est une école qui est orientée recherche et développement. Voilà. Les élèves viennent y chercher effectivement un contenu scientifique, technologique fort pour certains d'entre eux pour faire une thèse après. Et concrètement, le rapprochement avec le monde industriel se concrétise maintenant à travers un Fab Lab qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Donc Fab Lab d'ingénierie créative, où nos élèves, en lien avec des projets d'entreprise, développent des prototypes ou cherchent à faire des preuves de concept. Et puis avec la chaire industrielle qu'on a montée, un peu plus d'1 million d'euros, qui sont financés donc sur le mécénat par des entreprises du territoire, 6 entreprises du territoire, dans le domaine de l'énergie, de la finance, du transport, de l'industrie. Et c'est une belle réussite que cette chaire industrielle. Voilà.
Est-ce que je peux juste rebondir sur la chaire industrielle, parce que j'étais au tout début de ce projet-là, donc je l'ai vu naître. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui, parce que ça fait quelques années que ça a démarré. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un petit aperçu de l'innovation qui en sort et de ce, de ce qui se passe? Ça fait en fait, ça a démarré en janvier 2020. C'est-à-dire que le démarrage de la chaire a été effectivement en janvier 2020, mais c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2017. Donc ça s'est mis progressivement en place. L'hackathon fait partie de l'animation, effectivement, associée à la chaire. Il faut bien comprendre que dans les entreprises qui nous ont effectivement, qui sont les mécènes de cette chaire-là, il y a un accès facilité à nos élèves, en particulier sur les projets ingénieurs. Donc il y a un certain nombre de projets ingénieurs dans lesquels les entreprises mécènes sont venues apporter des problématiques dans le domaine, CRECI Strasbourg dans le domaine de l'énergie, Epner dans le domaine du transport, Euro Information dans le domaine financier, etc. Avec des problématiques, et ça c'est très important pour la formation, avec des problématiques, j'allais dire, d'entreprise, parce qu'on ne peut pas faire des sciences des données si on n'a pas accès aux données. Les données, c'est quelque chose de précieux, et donc ce mécénat, c'est aussi la possibilité d'accéder à des bases de données, à des volumes de données importants dans des domaines applicatifs assez variés. Donc concrètement, ces projets-là, on passe par les projets ingénieurs, c'est la porte d'entrée. Les entreprises y trouvent leur compte parce que on a la matière grise de demain ici qui est en formation. Donc on forme, etc. Donc ils trouvent effectivement un accès privilégié à nos élèves. Et certains projets font l'objet ensuite de partenariats plus recherche, avec éventuellement des tests CIFRE par exemple, dans les domaines qui ont été identifiés comme importants suite à des projets ingénieurs qui se sont en général poursuivis par des stages. Voilà, donc il y a une multitude de projets. Les responsables du Fab Lab en parleraient sûrement mieux que moi d'ailleurs, au niveau de l'école. Mais oui, il y a une vraie interaction. Et en particulier, on fait un point chaque année au début d'année civile. On a eu un retour extrêmement positif des entreprises qui, en fait, parfois voient l'université comme une sorte de forteresse où il est difficile d'avoir des points d'entrée. Et effectivement, on réalise le lien entre la formation, la recherche et puis les entreprises. Ce triangle-là, effectivement, est essentiel aujourd'hui et la chaire y contribue réellement. Voilà. En tout cas, c'est un vrai plaisir pour les participants du hackathon d'avoir accès dans le cadre de ce week-end à un Fab Lab aussi fabuleux que le vôtre. Et aussi développé. On n'avait pas forcément l'habitude. Alors, si vous me permettez juste un petit mot, le Fab Lab, effectivement, ça a été créé en 2015. L'idée, c'est que ce soit associé en mode projet au niveau de la formation, parce que dans des amphis comme celui-ci, on sait bien qu'au bout d'un certain temps, les élèves décrochent, l'enseignant répond à des questions qui ne se sont pas encore posées, donc l'attention forcément baisse, alors qu'à l'inverse, en mode projet, quand ils sont face à une difficulté, ils vont vers l'enseignant en lui disant, voilà, il nous manque, on a des trous dans la raquette, aidez-nous, effectivement. Donc le mode projet était à l'idée de départ sur le Fab Lab. Et ce Fab Lab, qui correspond à 6 salles actuellement, est en train de devenir beaucoup plus gros, puisqu'on vient d'avoir le financement de la région dans le cadre du pacte compétences pour effectivement financer ce qu'on appelle un InnovLab, qui sera dans le Fab Lab, mais qui représente 200 mètres carrés supplémentaires, plus une autre salle avec des drones de 100 mètres carrés, donc plus 300 mètres carrés sur un Fab Lab qui fait actuellement 150 mètres carrés. Donc vous voyez qu'on change d'échelle. On a vocation à recruter un Fab Manager pour permettre justement l'accès des entreprises facilité à ces ressources. Et cet InnovLab, il sera orienté autour de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'IoT. Et ça, c'est très important. Quand vous visitez des salles, souvent on vous dit ça c'est la salle de TP d'électronique, ça c'est la salle de TP informatique. Et on a l'impression que tout est mis côte à côte. Un InnovLab a vocation effectivement à puiser dans l'ensemble des ressources et des compétences qu'ont nos élèves sur des projets apportés par le monde industriel. Donc voilà, revenez dans un an, on aura fait, je pense à cette époque-là, l'inauguration de cet InnovLab, puisque tout est prêt, on a l'argent maintenant, et ça sera effectivement une vraie plus-value dans la formation, et puis surtout une vitrine technologique de premier ordre sur le site strasbourgeois. Alors moi je rebondis sur le Fab Lab parce que moi j'avais visité le sous-sol avec tous les capteurs. Ça va faire partie du Fab Lab ou c'est Oui, absolument. Absolument. Dans le Fab Lab actuellement, il y a une partie où on fabrique des cartes électroniques, il y a une partie où on fait de l'impression 3D, on fait de l'usinage aussi. On a ces 6 salles qui sont dispatchées dans différents endroits de l'école. La nouveauté, c'est que là on a récupéré 800 mètres carrés dans un rez-de-jardin qui auparavant était utilisé comme parking. Il y avait 17 voitures qui étaient là et on s'est dit finalement ces 800 mètres carrés, on aimerait en faire autre chose. Et donc les travaux ont commencé il y a maintenant 1 an et sont quasiment finis. Et donc voilà, ça c'est cet espace-là qui va être ouvert, espace de travail collaboratif et surtout point d'accès, vitrine technologique, point d'accès également pour les entreprises qui pourront y trouver des ressources.
Et donc beaucoup de transversalité dans toute cette démarche. Oui, oui, parce que sur le développement de ce Fab Lab qui comprendra l'InnovLab, il y a aussi les aspects numériques responsables, sobriété numérique, développement durable au sens large. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement transversal. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye en complément, c'est également d'ajouter le volet numérique responsable dans tous les développements qui sont associés au projet ingénieur à Télécom Physique Strasbourg, y compris d'ailleurs dans la formation, dans les cours que peuvent avoir les élèves. Donc ça, c'est un volet qui n'existait pas en 2015, pour être très clair, hein. Le volet sobriété numérique, par exemple, ne faisait pas partie du projet. Aujourd'hui, on l'intègre dans le projet de l'école. Ça veut dire que vous allez aussi peut-être proposer des offres. Je connais le principe de la chaire IA, mais vous allez aussi proposer des offres à d'autres entreprises qui ne font pas partie de la chaire, ou comment ça va se passer pour le lien avec les entreprises? Exactement. C'est tout à fait l'enjeu là, jusqu'à fin 2023, puisque le pacte compétences couvre cette période-là. C'est effectivement de proposer dans un premier temps d'intégrer les potentialités de l'InnovLab dans les projets ingénieurs. Dans un deuxième temps, de faire venir des entreprises avec des projets pour leur donner accès, mais plus largement avec les ressources de l'InnovLab. Et puis dans un troisième temps, c'est de répondre à ce qu'on fait mal actuellement, de répondre à des besoins de formation continue des entreprises qui viennent nous voir. Certaines sont venues déjà nous voir en nous disant « Voilà, moi j'ai besoin un peu d'une formation sur mesure dans le domaine des sciences des données. Voilà où en sont les ingénieurs dans mon équipe. » Voilà. Et ça, cet accompagnement, c'est quelque chose qu'on peut faire en associant à la fois TPS, école d'ingénieurs, donc grande école d'ingénieurs, et puis ICUB, qui est le volet recherche associée. Et ça, c'est la troisième et dernière vocation de l'InnovLab qui va être lancée. Pour ceux qui ne connaissent pas ICUB, est-ce que vous pourriez juste nous décrire un petit peu les objectifs et les fonctions d'ICUB et comment ça fonctionne? ICUB, c'est un gros laboratoire qui a été créé en 2013 en fusionnant 4 laboratoires. Donc, c'est plus de 600 personnes actuellement. Hein. Michel de Matelin est le directeur d'ICUB. Il a l'ensemble du périmètre depuis l'aspect capteur jusqu'à la réalité augmentée, en passant par la robotique, y compris les applications médicales, de la télédétection, du traitement d'images, etc. Donc, c'est le panorama finalement très vaste des technologies de l'information qui sont des expertises que porte ICUB. Et à l'école, 98% des enseignants-chercheurs qui sont à l'école à Télécom Physique Strasbourg font leur recherche à ICUB et sont impliqués dans les directions d'équipes de recherche. Donc voilà, il y a un lien très fort, historique, entre ICUB créé en 2013 et Télécom Physique Strasbourg, qui est une grande école interne de l'Université de Strasbourg. Si on revient au hackathon, qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans cette aventure au point de vous laisser envahir pendant un week-end entier? Et qu'est-ce que vous en attendez pour la formation et l'expérimentation de vos élèves? Alors, qu'est-ce qui nous a donné envie? On a un lien avec l'Institut Mines Télécom. L'Institut Mines Télécom dépend d'une tutelle qui est Bercy, donc où l'aspect industriel est important. Et je crois que dans nos réflexions sur la formation de nos élèves, ce rattachement, cette affiliation à l'Institut Mines Télécom nous a beaucoup aidé à réfléchir sur le lien qu'on pouvait fortifier entre le monde industriel et la formation qu'on donnait à nos élèves. Donc la réponse, clairement, ce qui m'a donné envie de faire un hackathon fortement, c'est la création de la chaire, mais la création de la chaire est liée aussi aux réflexions ou à ce qu'on voit faire dans le cadre de l'Institut Mines Télécom. Voilà. Donc ça, Après, se laisser envie. Vous voyez, on a quand même des très beaux locaux. Donc, tout cet environnement-là, à mon avis, a vocation aussi à être davantage ouvert sur le monde extérieur, monde socio-économique au sens large. Hein. On essaye actuellement d'amplifier également nos actions avec l'Eurométropole de Strasbourg, hein, sur des actions développement durable, par exemple. Donc, cette ouverture sur le monde extérieur, elle est nécessaire. Et elle passe par des événements comme l'hackathon, par des week-ends un peu spécifiques. Et puis, il faut expliquer aussi à nos élèves que, voilà, il y a les cours, il y a l'aspect, cours en amphi, très doctrinal un peu, et puis il y a la vie après. Et ce lien-là, il faut effectivement l'accompagner. Je rappelle qu'on récupère des étudiants qui sortent de concours, classe préparatoire, donc ils sont très peu autonomes. Ils ont des bonnes qualités scientifiques, mais ils sont très peu autonomes. Et en 3 ans, on est censé les amener à devenir autonomes, être en capacité de prendre le leadership dans des... Voilà. Et donc tout ça s'accompagne au-delà des cours théoriques scientifiques par ce qu'on appelle le développement des soft skills, tout ce qui est compétences comportementales, etc. Ça passe par des séjours à l'étranger obligatoires, ça passe par des manifestations type hackathon. Depuis cette année, on a rendu obligatoire pour la délivrance de diplôme une action
de type participation à un hackathon ou toute action qui est en lien avec le monde des entreprises. Donc ça a été écrit comme obligatoire au même titre que le niveau en anglais était exigé pour avoir le diplôme. Et en particulier, que pensez-vous qu'ils vont apprendre pendant ce week-end ou que pensez-vous qu'ils vont le plus expérimenter? Qu'est-ce qui leur sera le plus utile? Alors je pense que c'est très complémentaire de ce qu'on fait dans le mode projet ingénieur. Projet ingénieur, ils ont d'octobre à mai un travail en équipe de 4 où on leur apprend à communiquer, on leur apprend à présenter, on leur apprend à faire des pitchs, à présenter leur travail, à motiver les équipes, etc. Ça, c'est pas ce qu'on apprend quand on est dans un amphi et qu'on suit un cours de traitement du signal. Donc ça fait partie des compétences. On travaille beaucoup sur le volet compétences actuellement dans la formation. Ça fait partie des compétences qu'ils doivent avoir. Donc la réponse, c'est capacité effectivement à mobiliser les connaissances scientifiques, technologiques qu'ils ont dans des domaines où ils sont peut-être un peu moins à l'aise, création d'entreprise, être capable de vendre effectivement ce qu'on a imaginé, et puis surtout comprendre que dans le monde actuel, c'est pas que la technologie qui répond aux problèmes. Ça, c'est un point très important. On ne peut pas avoir une vision purement ingénieure des problèmes qu'on a. C'est vrai dans le domaine du handicap, dans le domaine des personnes âgées, dans le domaine, enfin, on l'a vu dans le domaine de la pandémie, etc. Voilà, cette nécessité de comprendre que le monde est complexe et que la formation d'ingénieur, c'est qu'une petite partie du problème aux solutions qui nous sont posées. Donc je pense que c'est tout ça en fait qu'ils apprennent, comme ils apprennent à être plus autonomes quand ils partent à l'étranger. On reproche souvent à nos élèves quand ils sont à l'étranger, ils sont bien formés en maths, mais alors qu'est-ce qu'ils ont les deux pieds dans le même sabot? Ben, moi, en tant que directeur d'école, c'est quelque chose qui me parle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les amène à davantage d'autonomie, de prise d'initiative. Alors, il y a plusieurs projets, du coup, dans le HIC qui sont portés par des élèves de l'école. Comment est-ce que vous avez identifié ces projets? Comment est-ce que vous les avez accompagnés jusqu'au pitch d'hier soir? Alors, la question, en fait, c'est à Thomas Lampert qu'il faut la poser, qui est titulaire de la chaire, parce que c'est vraiment un travail que Thomas a fait. Moi, je lui ai dit, effectivement, je souhaite qu'on ait un élément phare dans l'année 2021 pour les élèves. Donc on est parti sur cette idée d'hackathon. On a décidé de le focaliser sur l'intelligence artificielle, ce qui était cohérent. Et honnêtement, poser la question à Thomas sur le processus qu'il a monté avec l'aide de Gisèle Burgard, qui est notre chargée de relations avec l'entreprise, parce que c'est vraiment eux deux qui ont monté effectivement les projets qui allaient être proposés. Avec une certaine inquiétude, c'est qu'hier soir, il m'a quand même dit, je suis pas sûr que les élèves vont les prendre. Or, ce matin, il m'a annoncé que tous les projets qu'il avait déposés ont été pris. Ça veut dire que le sujet les intéresse et que l'aspect technologique, scientifique les intéresse aussi. Et ça, c'est quand même une satisfaction pour un directeur d'école d'ingénieur. Voilà, donc vraiment poser la question à Thomas, c'est lui qui sera en capacité de vous répondre sur la manière de faire. Par contre, tout ce que moi je constate, c'est qu'effectivement, il y a de vraies retombées. En fait, la présence de cette chaire aujourd'hui modifie des choses, à la fois parce que les industriels qui sont dans la chaire nous aident dans l'aspect formation. On a des interventions de leur part dans la formation de nos élèves, dans les cours qui sont donnés. Donc il y a un vrai retour sur investissement, en tout cas pour ce qui nous concerne, en termes de temps passé à monter cette chaire. C'est vrai qu'il y avait un petit challenge. Ah oui. Tous les projets étaient logés à la même enseigne. Oui. Il n'y avait pas de préférence pour les projets TPS, bien que jouant à domicile. Thomas était très... Enfin, j'ai été le voir moi hier soir. Il m'a dit, je croise les doigts, je ne sais pas. Mais finalement, voilà, ça montre effectivement... Alors après, on démystifie aussi l'intelligence artificielle. Ce qu'on met derrière l'IA, peut-être que pour certains, pas les élèves qui sont dans la filière chez nous, mais peut-être qu'effectivement, ils vont avoir une idée un peu plus précise aussi de ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire aujourd'hui et ce qu'on peut en attendre demain. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un vrai intérêt autour du sujet, mais c'est vrai que c'était aussi important que ces projets-là soient présentés dans une approche de teasing ou un petit peu commercial pour dire est-ce que ces projets qui ont été réfléchis technologiquement, ils ont aussi une capacité à intéresser des utilisateurs. Donc, premier examen passé, on dira. Oui, c'est réussi. On verra demain ce qu'il en ressort auprès du jury et comment le jury va le vivre. Ouais, on est vraiment impatient de voir le pitch de 3 minutes de demain pour voir ce qui sera sorti. Oui, vous savez, c'est très important, effectivement, parce que un des points sur les projets ingénieurs, on a mis en place le fait que les étudiants devaient être en capacité, à la fin de leur projet ingénieur, de nous fournir une vidéo de 3 minutes. Quand on a mis ça en place, moi, il me paraissait évident que c'est ce qu'ils ont à faire en entreprise.
Mais on m'a dit, ah oui, mais ils ne savent pas maîtriser vraiment les outils vidéo, etc. En fait, c'est tout faux. Aujourd'hui, ils maîtrisent mieux que nous. Un simple smartphone permet de faire de la 4K, enfin de très bonne qualité, etc. Et donc, on a chaque année maintenant sur la quarantaine de projets ingénieurs, on a 40 retours. Alors, ils ne sont pas tous de niveau égaux. Par contre, les meilleurs, on les met sur le site de l'école. Et ça, effectivement, être capable de convaincre en 3 minutes un public, c'est vraiment des situations professionnelles qu'ils rencontreront et il faut qu'on les forme à ça. On peut avoir un très bon projet, si on n'est pas capable de l'expliquer en 3 minutes, il ne passera pas. Donc voilà. C'est exactement ce qui va se passer. Ils vont présenter en 3 minutes leur projet demain et demain matin, ils vont, en fin de matinée, entre midi et 2, ils vont apprendre. Enfin, on va rajouter une couche sur comment pitcher et comment présenter son projet de la meilleure manière. Et, mais j'ai l'impression que les projets, par contre, si je me trompe pas, les projets sont restés très télécom, TPS. Donc c'est surtout des étudiants et il n'y a pas eu forcément d'autres ressources qui sont allées sur ces projets-là. Alors oui, ce que j'en sais moi, c'est qu'effectivement Thomas Lampert a regardé avec les compétences qu'on a dans eCube, donc le laboratoire d'adossement de l'école, a fait remonter des projets qui étaient en lien effectivement avec des préoccupations industrielles et forcément ça a été assez orienté TPS, c'est clair. Par contre, encore une fois, les compétences, puisque vous m'interrogiez tout à l'heure sur les compétences qu'acquièrent nos... Voilà un exemple de compétences. Le pitch, c'est vraiment quelque chose il faut qu'ils se retrouvent pendant au moins leurs 3 années de formation à un moment dans cette situation stressante d'ailleurs, de devoir expliquer à un public en amphi et convaincre. Voilà. Mais c'est aussi l'avantage de participer à un événement comme le Hacking Industry Camp, c'est d'avoir la possibilité de rencontrer des coachs qui vont les guider pour pouvoir mieux présenter, pour pouvoir faire un peu de marketing, un peu de communication, voilà, qui ne sont pas forcément leur cœur de moteur pendant leurs études. Et toute la difficulté, c'est de bien comprendre que dans la formation d'un ingénieur aujourd'hui, il y a une part scientifique qu'on ne peut pas réduire. C'est-à-dire qu'ils doivent être compétents dans un certain nombre de domaines technologiques et scientifiques, mais en même temps, les compétences complémentaires, ce qu'on appelle les soft skills en anglais, sont indispensables. Ce que nous disent les entreprises aujourd'hui, quand ils embauchent nos jeunes, c'est on vous fait confiance pour la formation scientifique et technique, on les remercie. Et par contre, ce qui fait la différence à l'embauche, c'est le comportement, enfin la manière dont on voit la personne en capacité de travailler dans des équipes multinationales, avec des Allemands, des Japonais, voilà, ça c'est un vrai plus. Et donc on a à travailler là-dessus, effectivement, sans diminuer la part du scientifique et du technologique qui est quand même à la base de la compétence d'un ingénieur. Alors en conclusion, peut-être, après les premières 24 heures, quel est votre premier retour d'expérience sur ce premier HIC chez Télécom Physique? Alors, une première impression qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est l'inauguration hier soir. Parce qu'à la fois, on sentait que c'était bien travaillé, voilà, et en même temps, c'était dans une ambiance bon enfant. Et je pense que ça, c'est important aussi de montrer que on réussit mieux quand on a envie de faire les choses. Voilà. Donc ça, je pense que arriver effectivement à capter, puisqu'ils étaient quand même nombreux dans l'amphi, c'était aussi un point important, voir qu'il y avait cette capacité d'attirer des jeunes. Il fait beau aujourd'hui, ils pourraient faire autre chose. Donc ça, c'est important. Donc quelque part, une satisfaction de voir que tout ce travail, je rappelle quand même, on avait décidé de cet hackathon au mois de mai, on sortait d'une période de confinement et on croisait les doigts en se disant on le met début novembre parce qu'on n'est pas du tout sûr de ce qui va se passer après. Aujourd'hui, on n'est toujours pas sûr de ce qui va se passer après, mais au moins il a eu lieu. Donc voilà, un gros motif de satisfaction en ce qui me concerne, c'est qu'on ait réussi à le faire en présentiel. Certes, on a des masques pour les élèves et dès qu'on est en distance rapprochée, mais voilà, on a réussi à faire ça en présentiel et ça, c'est un grand motif de satisfaction. Effectivement. Alors pour la petite histoire, il est en mode présentiel et hybride parce qu'on voulait faire en sorte aussi que si au dernier moment, pour une raison X ou Y, on ne pouvait plus le faire en présentiel, de pouvoir le faire en virtuel. Mais là, c'est ce qui vous donne à tous la possibilité de le suivre de l'extérieur, tout en ayant des participants qui profitent quand même de la chaleur humaine tellement appréciable pendant un hackathon présentiel. On va conclure. Ah oui. Merci beaucoup pour cet échange très riche.
Merci à vous encore et à toutes les équipes qui se sont mobilisées, que ce soit Alsace Digital, la chaire avec Thomas et les équipes de l'école. Encore une fois, j'ai su que jeudi soir, ils ont fini très tard, près de 23 heures pour installer tout l'aspect technique. Donc merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cet événement qui, j'en suis certain, sera un beau succès dimanche après-midi. Et encore merci à Radio Arc-en-Ciel qui nous fait tout le support technique pour cette retransmission en direct. Merci à vous. Merci, à demain. Merci.